Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. Très heureux de vous retrouver pour ce débriefing de la 9e semaine de compétition avec mes acolytes. Alors on est tous entre losers ou gens qui n'ont pas joué aujourd'hui. C'est très simple. On a décidé de faire un podcast de losers pour débriefer. Comme ça on peut parler plus facilement des équipes qui gagnent puisque ça ne nous concerne pas. Avec moi ce soir et pour tout ce débriefing, mon Yaya. Salut Yaya, comment ça va? Ça va très bien, welcome back Flav, bonjour, bonsoir à toutes et tous. Avec nous, celui qui est redescendu sur Terre pendant cette première semaine, pendant cette 9e semaine de compétition. On va en parler assez largement de ces Broncos. C'est mon Vince. Salut Vince, comment ça va? Salut Flav, effectivement, très heureux de te avoir avec nous pour deux raisons. Déjà, ça veut dire que tu es là avec nous et c'est toujours un plaisir. Et la deuxième, c'est que c'est plus Yaya qui présente et c'est une bonne nouvelle. Et c'est sympa ça, c'est très sympa tout de suite. Non, mais, attends le prochain lundi, le podcast N1. Hein. D'ailleurs, voilà. Venez écouter N1. Tout à fait. Et allez écouter le podcast NBA qui va sortir, j'aurais envie de dire presque en quinconce avec celui de la NFL. Voilà. Normalement, les deux vont sortir quasiment en même temps, donc n'hésitez pas, une fois que vous avez fini la NFL, à aller sur Spotify ou sur votre plateforme d'écoute préférée pour aller chercher directement le podcast de la NBA. Et avec nous, évidemment aussi, celui dont l'équipe a pris du repos et s'est fait dorer la pilule sur la plage de Santa Clara pendant toute la semaine, c'est notre Seb. Salut Seb, comment ça va? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Welcome back Flav, bonsoir Vincent, bonsoir Yaya, et bienvenue donc pour ce qui s'avère être le podcast de la belle entente, hein, voilà, le podcast de la convivialité, parce que ça partait bien. Alors plus sérieusement, il s'est passé pas mal de choses une fois de plus ce week-end. Il y a des équipes qui ont confirmé leur statut de leader, il y en a d'autres qui ont peut-être commencé à lâcher la rampe pour les playoffs. On va voir ça tout de suite. Et il y en a d'autres qui ont confirmé leur statut de loser aussi. Ah, les Saints. Par exemple, on en parlera en fin d'émission de quelques équipes un petit peu en difficulté. En tout cas, j'en profite pour vous remercier tous les trois d'avoir été de m'avoir brillamment remplacé pendant mon absence, qui évidemment n'était pas vraiment dépendante de ma volonté. Mais en tout cas, un grand merci à vous tous d'avoir effectué le boulot. On part tout de suite du côté de Baltimore pour parler de l'équipe préférée de Vince, les Broncos de Denver, qui ont brillamment gagné. Non, je rigole. Ils se sont fait piluler par les Ravens de Baltimore, 41-10. Alors, c'est un peu sévère parce qu'en fait, ils ont tenu quand même une bonne partie de la rencontre. Ça a été en première mi-temps assez serré et finalement, en fin de match, c'était plus compliqué pour les Denver Broncos. Une victoire 41-10, Seb, qui est quand même un vrai statement pour les Ravens. Ils avaient été battus la semaine dernière à la surprise générale par les Browns. Les voilà de retour aux affaires. Ils avaient besoin de se refaire un petit peu la cerise et de reprendre un peu de confiance, nos amis des Ravens. Ils l'ont fait de belle manière, 41-10, comme tu l'as dit. La correction est quand même sévère pour des Broncos qui rappellent... Tu sais, les Broncos, des fois, ils sont habitués à prendre 70 points, donc... Bon... Je l'attendais. Ouais. Certes, mais la correction semble d'ampleur, mais il faut tout de même se rappeler que nos amis des Broncos, c'est encore un work in progress, c'est une équipe qui est en reconstruction. Là, en l'occurrence, la marche des Ravens était haute, trop haute, très haute pour eux. On a eu un Lamar Jackson parfait du côté de Baltimore, 16 sur 19, 280 yards, 3 touchdowns, un rating de 158.3, et ça, c'est un rating parfait, messieurs. Zay Flowers qui s'est imposé à nouveau comme le receveur numéro 1 de cette équipe, 5 réceptions, 127 yards et 2 touchdowns. C'est le premier receveur, au passage, à franchir la barre des 100 yards contre la défense de Denver cette saison. Et on peut dire pourtant que Denver avait commencé fort avec un sac en début de match, mais en fait, ça aura été la seule erreur de l'attaque de Baltimore hier. Si on ajoute les 107 yards de Derrick Henry, on a clairement vu que c'était un rouleau compresseur qui s'était lancé sur les Broncos et qui s'est imposé en leader de division qu'il est.
Tout à fait. On avait vraiment une impression de puissance pour les Ravens. Tu as parlé du rating parfait de Lamar Jackson à 158.3. C'est la 4e fois de sa carrière qu'il a un rating parfait. Quatrième. Quatrième fois qu'il a un rating parfait, et c'est le seul quarterback de l'histoire de la NFL à faire 4 fois un rating parfait de 158.3 dans sa carrière. Jusque-là, il était aux côtés de Tom Brady, notamment avec 3 matchs parfaits. Il en a fait un 4e pour un running back qui lance des ballons. C'est plutôt pas mal, en fait, mon Yaya. Oui, totalement. Et ça y est, je pense qu'il a pris la mesure, Lamar Jackson, de la force d'avoir Derrick Henry à ses côtés. Donc, du coup, c'est un hydra de tête, ce jeu au sol, avec beaucoup de read option, et qui permet après d'être beaucoup plus safe sur le jeu de, le jeu de passe. Parce que qu'est-ce que la défense, si elle va blitzer ou si elle va mettre de la pression, très vite, il y aura soit un jeu de course, soit tout de suite de la passe. Donc, j'ai envie de dire, les Ravens, qui étaient une équipe à grosse vocation défensive, sont en train de devenir également une équipe à grosse vocation offensive. J'en veux pour preuve, ils sont attaque numéro 1 en fonction des statistiques, c'est 4e à la passe, 1er à la course et 2e en total points. Bon, et en plus, avec une défense qui est toujours pas mauvaise non plus, parce que ça prend 10 points, ça en prenait à peine 20 la semaine dernière. Oui, mais après, des fois, on l'a dit quand on a fait le trade sur le podcast sur les trades, peut-être un petit point faible sur le backfield. Bon, ils peuvent pas non plus être parfaits partout, mais c'est une équipe qui fait plaisir à voir, qui est et puis c'est top, quoi. Moi je les vois très très forts, et malgré tout, Lamar Jackson va devoir confirmer en playoff, parce que cette équipe va aller en playoff, et c'est là où on les attend. Et l'arrivée de Derrick Henry, on va voir si ça valait le coup ou pas. Et j'en profite pour saluer Kachou. Voilà, on salue Kachou, on salue John Ravens aussi, on salue tous les fans des Ravens. Ils sont nombreux à nous écouter, les fans des Ravens en plus. Ouais, totalement. Donc on les salue tous. Et Romain de la rédaction. Voilà. On salue tous les amis des Ravens, puisque nous on aime bien tout le monde. Voilà, c'est comme ça. Et le alors, j'aime bien. Bon, alors, il y en a quelques-uns qu'on n'aime pas, mais on ne les citera pas. C'est ça, on va pas les citer. Les fans des Saints. Voilà, par exemple, bien évidemment. On salue Saints France qui a retrouvé un peu d'espoir en ce lundi après-midi. Nous en parlerons en fin d'émission. On sent qu'il y a de la joie chez Saints France aujourd'hui, malgré la défaite. Bref, nous en parlerons tout à l'heure. Vince, est-ce que finalement, toi, en tant que fan des Broncos, tu l'as vécu comment ce match-là? Est-ce que bon, tu te dis, comme a dit Seb, la marche était trop haute, voilà. Ou est-ce qu'on se dit, finalement, les Broncos, ça vit un peu que sur leur défense? Et quand la défense craque... Les Broncos sont une équipe défensive, c'est évident. C'est un peu dans l'ADN depuis pas mal d'années maintenant, cet ADN défensif. Même quand on gagne le Super Bowl, c'est pas Peyton Manning qui est élu MVP, mais c'est bien le défenseur qui est MVP. Voilà, Von Miller qui est MVP du match, MVP du Super Bowl. Donc c'est vrai qu'on vit beaucoup par la défense. Après, on allait, alors je dis on parce que effectivement, je suis un peu chauvin là-dessus, mais les Broncos. Parce que t'es joueur des Broncos, hein. Voilà, c'est ça. Les Broncos se déplaçaient à Baltimore avec forcément l'espoir, parce que quand t'es compétiteur, tu as l'espoir. Maintenant, en tant que supporter, moi, j'avais quand même la tête sur les épaules et je sentais bien que ce match était compliqué pour la simple et bonne raison que notre défense au sol n'était pas. Alors, elle était solide, certes, mais elle n'avait pas passé le juge qui est Derrick Henry. Et effectivement, ce monstre à deux têtes qui a été Lamar Jackson et Derrick Henry à la course a vraiment crucifié les Broncos. Le match te tenait, le match était vivant, était beau. Il y a eu pas mal de choses dans tout début de match, on en a parlé, un sac et une interception lancée par Bonix, alors bien involontaire de sa part, mais bon, c'est une balle typée. Et surtout, ce qui a changé pour moi le match, c'est cette première égole qu'on n'a réussi pas à convertir, qu'on met que
qu'on met que 3 points, on fait un field goal, on n'arrive pas à convertir en TD, et juste derrière, il reste 38 secondes, suffisant pour Lamar Jackson, avant la mi-temps, suffisant pour que Lamar Jackson aille marquer un TD, et ça crucifie complètement le match. On repart du match, au lieu de se trouver avec 3 points d'écart, on se retrouve avec 14 points, et c'est fini. Le match, il est quasiment fini là, il est plié. Derrick Henry derrière, il assure toute sa puissance pour vraiment ouvrir les brèches au milieu. Et comme je le dis tout le temps et comme je le répéterai tout le temps, à partir du moment où tu as un jeu de course établi, ton jeu de passe peut s'établir beaucoup plus parce que tu resserres ta défense. Vice versa, bien évidemment, mais l'un entraîne l'autre. Et là, forcément, il y a eu un effet boule de neige qui a fait que les Broncos n'ont pas tenu. Puis en plus de ça, il faut bien se dire que ce coltiné d'Eric Henry, il faut y aller, quoi. Il faut y aller au plaquage, c'est compliqué. On en parle de plus en plus, mais il y a des défenseurs, surtout des défenseurs arrière, qui disent de backcourt, qui disent que ils préfèrent ne pas y aller au plaquage. Où ils trouvent des moyens, des subterfuges un petit peu différents. Mais voilà, Derrick Henry, c'est une machine et il fait peur. Vous vous rendez compte quand même qu'on a un Derrick Henry qui, avant le début de ce match, était déjà à 1052 yards, alors qu'on n'est pas à la mi-saison au sol. Avant le match, il était à 1052 ou après? Moi, je pense que les stats que j'ai n'ont pas été mises à jour sur Pro Football Reference. Alors, je pense que si, parce qu'on a fait une vidéo avec Mathieu. 9 matchs, autant pour moi. Il était à 900 et quelques la semaine dernière. Il est déjà à 1052 yards. Il y a Lamar Jackson derrière qui est à 505 yards. Donc, autant dire qu'il est il est sur le rythme d'une saison à 1000 yards au sol. Mais c'est cauchemardesque d'affronter ça. Oui, et puis Derrick Henry est quand même sur une base d'une saison à plus de 2100 yards et à 20 touchdowns. Enfin, c'est monstrueux. On en discutera mercredi et le podcast sortira jeudi sur les awards de mi-saison. Mais honnêtement, s'il n'est pas dans la discussion du MVP, je comprends pas. Je ne comprends pas. Alors oui, on va toujours revenir sur ce sera un quarterback qui l'aura et on aura ce débat là mercredi. Mais si on a un Lamar Jackson à 4 milliards à la passe et milliards je vois pas comment tu peux pas lui donner le pire. Mais le pire dans cette affaire, c'est que si on prend l'histoire récente des MVP, c'est fort probable que ce soit aucun des deux qui l'ait, puisque généralement, c'est celui qui finit first seed de l'AFC ou de la NFC qui va aller chercher. Donc, ça pourrait être Patrick Mahomes, tu vois, par exemple. On est encore loin de la fin de la saison, mais effectivement, là, hier quand même, Lamar Jackson, il marque quand même un coup, parce que même malgré la grosse course de Henry, il finit avec un QB rating effectivement parfait, et ça marque. Après, juste un truc là-dessus, sur ce QB rating, j'ai vu passer la stat comme vous, comme quoi c'est le seul et le premier joueur à avoir 4 matchs en QB rating à 158.3. Moi, j'ai vu d'autres stats où en fait, il rejoignait Ben Roethlisberger. Oui. Il était à 3, Big Ben, il est à 3. Mais moi, j'ai 4 sur StatMuse. J'ai 4 et Peyton Manning qui a 4 aussi. Voilà, donc, moi, je les avais à 3. Mais et sur Wikipédia, j'ai trouvé les mêmes stats. Donc, bon, en tout cas, NFL Communication, NFL Média nous a donné dans notre petit rapport de presse que c'était. Quoi qu'il arrive, il est tout en haut. Voilà. Dans tous les cas, il est à 4, il est aux têtes. Voilà. Mon Yaya, tu veux parler depuis 20 minutes? Vas-y. Non, moi j'avais une question pour Simone du Pas-de-Calais. Pour Vince qui a été coach. Tu as dit que le jeu de course ouvrait le jeu de passe, mais pour avoir eu la discussion avec un ancien du podcast, Mika, que l'on salue, en bon fan des Packers qu'il est, lui, il m'avait dit que c'était aussi le jeu de passe qui ouvrait le jeu de course. Est-ce que c'est la réciproque qui est vraie aussi? La réciproque est totalement vraie, en fait. À partir du moment où tu as des jeux tu sais que tu vas jouer contre une équipe qui fait beaucoup de passes, tu vas adapter ta défense à du jeu de passe. C'est-à-dire que tu vas mettre beaucoup d'impact sur tes jeux de passe et tu vas faire moins de blitz. Tu vas moins blitzer, tu vas mettre moins de pression sur la... En fait, tu as deux solutions. En fait. Soit tu peux blitzer pour mettre de la pression sur le QB, soit tu peux ne pas blitzer et garder tes défenseurs pour l'arrière. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ça ouvre de la place pour le jeu de course derrière si ta ligne est capable de faire des blocs de course. Puisque ton deuxième rideau proche, tu ne l'as pas. Donc, au lieu de gagner 3 yards à la course, tu vas peut-être en gagner 5 ou 6 chaque fois. Donc, tu vas gagner un peu. Et donc, ce jeu de course, au contraire, tu veux le contenir,
tu remets du monde à l'intérieur, Dans la boîte, et bien au contraire, c'est derrière, c'est le jeu de passe qui est ouvert. Et donc, c'est un savant mélange entre les deux. Et là, moi, j'ai l'impression qu'en fait, ces Ravens, ils ont tout. Ils ont les deux, ouais. Ils ont les Derrick deux. Henry, c'est un peu la clé qui manquait quoi, à cette machine pour être infernale. Et j'adore, moi, ce que je vois. Effectivement, on l'a dit, il y a eu quelques petits couacs. La défaite chez les Browns fait vraiment tâche. Mais pour autant. Celle contre les Raiders en début de saison. Celle aussi. contre les Raiders. Voilà, perdu contre les deux derniers de la classe. Hein. Voilà. Mais est-ce que c'est pas justement des matchs qu'ils ont pris un peu pas assez au sérieux? Et bon, ils pêcheraient par supériorité, on va dire. C'était des matchs de début de saison. Attends, oui, mais les Raiders, on les attendait pas pour autant. Donc, oui, mais tu sais comment c'est le début de saison, t'es pas réglé, tout ça. Je suis d'accord avec toi. Et ils perdent les Chiefs. Alors, je connais des équipes qui sont réglées en début de saison. C'est après que ça se gâte. Moi, je dis ça. Oui, mais c'était les Panthers. Après la deuxième journée, plus exactement. C'est ça. Moi, je ne vise personne dans ce commentaire, mais enfin, j'en connais. Je te le dis. Non, mais moi, toujours est-il qu'effectivement, pour répondre un peu aux questions, je pense que les Ravens, ils ont un peu de tout. Et effectivement, pour reprendre ce que disait Yaya tout à l'heure, Lamar commence à prendre vraiment possession et on va dire l'habitude de jouer à côté d'un gars comme Derrick Henry qui est dominant et dominateur vraiment physiquement. Et il en profite. Et il n'y a pas que Lamar. Il y a tout le monde. Il y a le coaching staff qui commence à savoir jouer avec les deux. Et ça, c'est quand même très fort. Ouais. Et on a eu un beau touchdown de Bonix, hein, d'ailleurs, au passage. Et oui. Sur un petit jeu un peu piège. Alors, il faut quand même le signaler. Quand même, c'est vrai que c'est un très très beau jeu, très beau appelé. Alors, franchement, la passe est magnifique hein, de Sutton. Hein, je crois que c'est Sutton qui lance, c'est ça? Oui. Cortland Sutton qui lance, c'est vraiment une belle passe parce qu'il est sous pression, c'est pas évident. Et alors la réception est quand même très très belle. Hein. Parce qu'il arrive à contenir le plaquage et est vraiment au bord de end zone et il arrive à retomber du bon côté, si j'ose dire, pour marquer son touchdown. Mais c'est marrant parce que cette équipe des Ravens de Baltimore, elle est quand même, je pense, entre nous tous, tout le monde la voit en playoff, possiblement comme l'une des places fortes de l'AFC, alors qu'à l'heure actuelle, elle est même pas en tête de division. C'est quand même assez incroyable de dire que l'équipe que beaucoup présentent comme peut-être le principal rival des Chiefs, en fait, est une équipe qui, à l'heure actuelle, est à 6 victoires et 3 défaites, quoi. Oui, mais c'est conjoncturel, puisque nos amis des Steelers de Pittsburgh étaient en bye week ce week-end, donc ils n'ont pas pu jouer. Et puis, donc c'est pour ça, c'est seulement avec le jeu des bails. Oui, mais même tu vois, au pire, ils seraient au même bilan, ils seraient à 6-3 tous les deux, même si les Steelers avaient perdu, en admettant qu'ils aient perdu. Ils auraient pu gagner aussi. À la fin de la saison, ils ont une meilleure équipe que les Steelers. Eh ben oui. Après, il va falloir le prouver, parce que bon, s'ils lâchent un match comme ils ont fait contre les Browns, contre les Steelers... Dans une saison, ça arrive de lâcher des matchs. Oui, bien sûr. Et surtout, là, nous, on en a lâché 7. Ce qui fait tâche, effectivement, c'est le match des Raiders. Après, le match contre les Browns, moi, j'ai envie de dire... ça arrive, c'est un match de division, tu te fais prendre, ça arrive. Ouais. Oui, mais en fait, techniquement, c'est peut-être le match contre les Browns le plus problématique, parce que ça leur enlève une victoire dans la division, tu vois. Au moins, les Raiders, bon, tu te dis c'est un accident de parcours, mais ça leur pique pas de victoire. D'avoir des matchs perdus dans la division, on sait que c'est, malheureusement, c'est quand même ça y est, c'est parti. Ils sont partis en fou rire. Voilà. Alors, je vais encore. Vous allez encore m'obliger. On a perdu Vincent là. On a perdu Vincent. Il s'est fait rire tout seul. Et je crois qu'il a un gros problème technique là. Est-ce que vous allez m'obliger à relire ce que vous dites dans le chat interne? C'est toi qui as commencé. Vous savez très bien que maintenant, depuis la blague sur les léopards, tu vois, dès qu'il y a un fou rire que les gens ne peuvent pas expliquer,
Eh bien, je vais l'expliquer. Vous voyez. Et pour l'expliquer, je suis obligé de lire toute la conversation. Vous voyez, ça n'intéresse personne. C'est dommage parce que jusqu'ici, auprès de notre public, on est quand même une bonne image. Oui, et puis vu ce qui vient d'être écrit, ça va enlever complètement la bonne image de Vince. Hein, je vous le dis tout de suite. Vaut mieux pas que je le lise. Hein. Je constate que quand il n'y avait pas Flav, ça se passait pas. Hein. Après, oui, j'ai l'impression d'être le prof qui vient de saisir le carnet de liaison de quelqu'un ou l'agenda et qui menace de lire le mot d'amour à tout le monde. Là. C'est quoi je suis avec des gamins de 3e ou quoi là? Oh, on a des soirées compliquées, hein. Les autres, ça se rend pas compte. Hein. Attends, on n'est pas en 3e, on a mué quand même. Oui, on n'est pas comme Arthur, nous. Tiens, on le salue. Alors, ou pas. Bon, sinon, blague mise à part, les Ravens, pour vous, c'est le principal concurrent des Chiefs en AFC? Ou les Bills sont au-dessus? Totalement. Je les vois plus constants que les Bills, peut-être un effectif plus complet, mieux construit que les Bills. Des Bills, même s'ils ont gagné ce week-end, qui sont encore très Josh Allen dépendants, avec tous les errements que ça peut parfois provoquer. Mais on se retrouver avec les deux en finale de conférence, ça serait une hypothèse. Faudrait compter ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas les Chiefs. Alors, j'ai bien, il faudrait compter sur un coup de mou de Kansas City. Les coups de mou de Kansas City quand les playoffs arrivent, moi j'y crois moyennement, si vous voulez. Donc, c'est peut-être un affrontement que nous n'aurons pas le plaisir de voir. Sur les Chiefs, moi j'ai une chose la seule chose qui peut aller contre eux, c'est que ils sont sur une série de victoires en playoff et plus la série s'allonge, plus on est proche du terme. Plus ça s'allonge, plus on arrive au bout. Ouais. Après, comme on l'a dit tout à l'heure, les Ravens, eux, ils vont pas pouvoir trop se reposer quand même parce qu'il y a ce first seed, enfin pas ce first seed, mais en tout cas la première place de division à aller chercher, alors que Kansas City, la première place de division, elle est quasiment déjà assurée. Après, voilà, effectivement pour moi, les Ravens sont le principal adversaire des Chiefs dans cette conférence. On a parlé du monstre à deux têtes qui est sur le jeu au sol, mais attention, hein, le jeu à la passe, il est quand même très très dominant aussi, il commence vraiment à se mettre en place. Moi j'ai beaucoup apprécié de voir Mark Andrews hier, qui fait que seulement 2 réceptions, mais 2 belles réceptions, et le tight end est de plus en plus sollicité. C'est quand même très beau à voir, et en plus la diversité du jeu est très très intéressante. Zay Flowers, magnifique en ce moment, il est sur un nuage, 5 réceptions, 127 yards, franchement il n'y a pas grand chose à dire. Tout à fait. Le point peut-être sensible de Baltimore, ça va être leur défense et surtout leur pass rush, qui est quand même pas terrible, 8 pressions seulement générées sur Bonix dimanche, et puis un secondary qu'on a vu failli être battu à plusieurs reprises. Il y a notamment une passe sur Troy Franklin, je crois, en deuxième quart-temps, qui est trop longue, qui n'arrive pas, mais les DBs sont battus sur ce coup-là et ça aurait pu faire un touchdown. Donc attention. Alors on va modifier un petit peu l'ordre puisque on avait prévu normalement de parler de Washington, mais on va faire Buffalo tout de suite tant qu'on est dans l'AFC et ce sera déjà ça de fait, puisque Buffalo, en bon leader de division, est allé chercher sa victoire lui aussi. Alors ils pourront pas être champions week 11 comme c'était idéalement prévu pour eux, puisqu'il fallait qu'ils gagnent leurs 3 matchs, mais il fallait aussi que les Jets perdent leurs 3 rencontres, et comme les Jets ont gagné, bon, les Bills vont devoir attendre un peu encore plus loin que la Week 11 pour pouvoir être champion de division. Il n'en reste pas moins que Buffalo s'est imposé 30-27 face aux Dolphins de Miami. 7e victoire, 2 défaites depuis le début de saison, 4 victoires à domicile. Mais finalement, ça n'a pas été si simple que ça pour Josh Allen et ses copains qui ont été bousculés pendant un long moment. C'est-à-dire que du côté de Miami, on vend chèrement sa peau. On profite du fait qu'il n'y ait pas encore la neige du côté de Buffalo en cette période de l'année. Et donc, on joue. Et puis, là, au retour de notre ami Tua Tagovailoa. Du coup, c'est un match qui a été disputé. C'est un match de division, donc forcément, c'est âpre. Ça sent la poudre. Donc oui, c'est tout à fait normal. Et puis, comment dire, avec le retour de Tua, les receveurs sont un peu plus servis. Le jeu de course, du coup, est un peu plus efficace.
ça a été un petit peu plus compliqué. Du côté de Buffalo, on a un Josh Allen qui a fait son job. James Cook a été un peu moins performant qu'au premier match. Et puis derrière, ça distribue. Oui, ça a été compliqué. Ils ont été derrière une partie du match. Bon, j'ai envie de dire, faut gagner. Et c'est les matchs comme ça que l'on gagne en patron. Miami était même revenu à 27 partout à 1 minute 38 du terme de la rencontre. Il y a eu d'ailleurs une brutalité non nécessaire qui a été sifflée contre Poyer, je crois, qui a remis bien Buffalo alors qu'ils étaient assez mal embarqués dans le drive de la gagne. Finalement, Vince, c'est des matchs, on a l'impression que Buffalo, depuis le début de la saison, c'est parfois brillant, mais c'est toujours juste, surtout. Et on a ce côté-là où, finalement, on en parle assez peu de cette équipe des Bills. Et pourtant, ça gagne souvent, et c'est déjà 7 victoires depuis le début de saison. Et eux aussi devraient être tranquilles assez rapidement sur le titre de division. Ouais, je pense que on n'en parle pas beaucoup parce que justement cette division elle est relativement faible à part les Bills, surtout depuis la blessure de notre bon cher Tua. Mais effectivement, ils ont quand même une continuité dans ce qu'ils ont fait les années précédentes et ils continuent à performer. C'est dû au coaching staff, à Josh Allen, on l'a vu, à une défense quand même un petit peu retrouvée, même si effectivement hier ils ont laissé un peu les portes ouvertes et au final ils ont laissé Tagovailoa faire un très très bon match, 25 sur 28 à la passe, 231 yards, c'est quand même très beau avec 2 TD, 0 interception, c'est quand même très très bien. Le jeu de course du côté des Dolphins a été quand même assez performant puisqu'ils arrivent à faire quand même 149 yards à la course en variant pas mal les rushers, donc c'est vraiment très très bien là-dessus. Maintenant les Dolphins ils ont quand même maîtrisé leur match, ils ont quand même réussi, on va dire plutôt, à gagner le match. Dans l'ensemble, je trouve que le score est assez serré par rapport à la performance qu'ils ont proposée. Je trouve que la victoire est méritée sur l'ensemble du match, de ce que moi j'en ai vu en tout cas. Ils ont réussi à l'emporter grâce à un field goal de quasiment 61 yards de Tyler Bass. Mais pour moi, le match était quand même assez maîtrisé dans l'ensemble. On ne peut pas dire maîtrisé quand on gagne que 2-3 points avec un field goal quasiment à la dernière seconde. Mais je trouve qu'ils ont quand même mérité leur victoire. 61 yards de field goal en extérieur, c'est pas vilain quand même. Ah oui, c'est très beau. C'est plutôt pas mal. Seb, on a quand même une équipe des Bills qui semble être se transformer un petit peu par rapport aux autres années, et j'en veux pour preuve les chiffres de Josh Allen, notamment au niveau de la course. Hier, Josh Allen, c'est 2 courses pour, si je dis pas de bêtises, c'est ça, 2 courses et 7 yards. Alors que on le voit passer beaucoup plus. Alors il a aussi James Cook et d'autres coureurs à ses côtés, mais on avait l'impression que l'an dernier il courait beaucoup plus. Les autres saisons, il courait beaucoup plus. Il faisait beaucoup plus d'erreurs aussi, que ce soit des fumbles perdus ou des interceptions. Là, sa première interception est arrivée la semaine dernière, donc en week 8. Il en a eu encore une hier. On a vraiment l'impression d'une vraie transformation du jeu de Josh Allen, et peut-être que ça pourrait aider les Bills à aller encore plus haut. Effectivement, 2 interceptions en 9 matchs. C'est un bilan qu'on va qualifier de plutôt bon. Jameis Winston fait ça en une mi-temps. Exactement. Et l'interception d'hier, elle n'est pas pour lui. Oui, laquelle des 3 d'accord, tu parlais pas de Jameis, tu parlais. Non, pour effectivement, c'est Keon Coleman qui le trahit un peu sur celle-là, il faut bien le reconnaître. Néanmoins, Allen, il utilise toujours son exceptionnelle mobilité pour étirer les jeux. C'est quelqu'un qui utilise énormément les pump fakes également, et c'est ce qui le rend aussi intéressant à voir jouer. Mais effectivement, on a l'impression que cette année, il a nettement moins à courir pour sa vie, ou du moins, alors pas courir pour sa vie, mais il a moins à prendre le jeu à son compte, alors que pourtant, ils avaient censément perdu leur receveur numéro 1, mais paradoxalement, ça a l'air de fonctionner pour lui. Pardon. Il peut s'appuyer sur un jeu au sol
qui marche bien. Là, il a rendu une bonne ligne de stats au final, qui le fait surtout en deuxième mi-temps, et ce, malgré l'absence d'Amari Cooper. Et dans ces circonstances-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est adapté, il a joué sur des checkdowns, il a joué sur des passes courtes, et c'est ce qui leur a permis finalement de tenir le coup. Ils ont été quand même bien aidés par 2 grosses pénalités en fin de match. Il y a une neutral zone infraction, et puis il y a la DPI de Poyer, effectivement, qui les remet dans le sens de la route. Moi, ce que je retiens, c'est quand même que c'est la 5e fois cette saison qu'ils sont menés à la mi-temps. Et puis surtout, il y a ce début de match qui est quand même très très lent. Il faut attendre la deuxième mi-temps avant de voir un touchdown, alors qu'ils avaient commencé, mais avec le turbo enclenché en 5e face à Seattle la semaine dernière. Il y a peut-être un petit souci de mise en route ou de régularité là-dessus du côté de Buffalo. Après, ils sont largement installés en tête de leur division. Je ne me fais pas de soucis pour eux pour l'accession aux playoffs. Oui, normalement, ça devrait plutôt bien se passer, même s'il devrait attendre la 12e ou la 13e semaine, il devrait être normalement. La semaine prochaine, les Bills vont du côté d'Indianapolis, si je dis pas de bêtises, pour jouer les Colts. Et en week 11, un véritable choc face aux Chiefs de Kansas City à Buffalo. Ça va être un match à suivre, bien évidemment, de manière très, comment dirons-nous, assidu, tout à fait. Voilà, merci. Pour revenir sur ce que tu demanderas. Oui, non, t'inquiète pas, ce sera 10 €. Oui, mon Vince. Pour revenir sur ce que disait Seb, c'est vrai que c'est important de le signaler quand même, parce que je disais qu'ils avaient un peu de continuité dans cette équipe, mais ils ont perdu leur meilleur receveur l'année dernière. Et on a vu éclore cette année. Receveur en plus. Oui, c'est vrai. Même le deuxième. Et on a vu éclore d'autres receveurs, notamment Khalil Shakir, qui fait quand même encore un très gros match hier, 6 réceptions sur 7 targets. Donc voilà, c'est à noter. Ils ont réussi quand même à se renouveler, et je pense que là, Josh Allen, il n'y est vraiment pas pour rien. Et voilà, c'est quelque chose qui fait aussi la force d'un QB, de pouvoir trouver ses receveurs comme ça et de pouvoir les faire step up. Tout à fait. On va devoir encore lire les trucs parce que j'étais en train d'écrire une bêtise, oui, comme quoi. Alors, tiens, on va rire. Parlons des Commanders de Washington. 7e victoire pour les Commanders de Washington. Oui, parce qu'on va clair. C'était pas la plus dure parce qu'ils jouaient contre les Giants, mais quand même, une victoire 27-22 donc face à New York, la 2e victoire de la saison d'ailleurs contre les Giants. Est-ce que, on va être clair, mon Yaya, ça va être toi qui vas parler puisque c'est contre ton équipe. Est-ce que les Commanders ont fait un pas vers la division? Est-ce qu'ils t'impressionnent, ou est-ce que tu vois encore les Eagles au-dessus et finalement le soufflet va finir par retomber? Les Eagles sont clairement au-dessus, ils sont plus complets, ils surfent sur la dynamique, ils profitent à fond de leur dynamique, ils y vont, ils gagnent les matchs qu'ils doivent gagner. Ils sont partis, faut pas oublier, du premier match contre les Giants, où c'est là où ils ont enclenché la dynamique. Et depuis, ils ont perdu qu'un seul match. Ils ont retrouvé le mojo. Ils ont un quarterback qui est là. Bon, ils ont su l'équiper, lui donner ce qu'il fallait, notamment avec Scary Terry. Bon, j'ai envie de dire, tout roule. Mais j'ai bien peur que contre Philadelphie, parce qu'il y a encore 2 matchs contre Philadelphie, de mémoire, ça risque d'être un peu juste. On va voir ce que ça c'est vraiment contre eux qu'on va voir ce que ça va donner. Mais la dynamique est là. On a quand même une équipe de Washington qui en plus était privée de son running back numéro 1, Brian Robinson Jr. La semaine prochaine, c'est les Steelers. Après, on a les Eagles, les Cowboys, les Titans, les Saints, encore les Eagles, les Falcons et les Cowboys. Sur le papier, c'est pas facile, Seb, mais c'est pas non plus injouable. En effet, c'est pas facile, c'est pas non plus injouable. Ils sont, comme l'a dit Yaya, sur une excellente dynamique. On a pu voir effectivement, comme tu l'as souligné, un jeu au sol qui a bien fonctionné malgré l'absence de Brian Robinson. On voit un quarterback rookie tout en maîtrise. Je veux dire, regardez-moi son 2e touchdown, l'a lancé sur Terry McLaurin par-dessus l'épaule de Deontay Banks. Ça, c'est le genre de lancer qu'il faut réussir quand on est quarterback et qui en impose.
Attention à leur défense au sol, parce qu'ils ont quand même encaissé 164 yards dimanche, 5,3 yards par portée. Et puis, ils n'ont pas réussi à stopper New York en fin de match, ce qui a rendu la rencontre plus serrée qu'elle ne l'aurait dû. Et puis, il y a aussi, alors que je pense que Yaya sera le premier à le dire, alors que la ligne offensive de New York a quand même la réputation de jouer les journées portes ouvertes tous les dimanches, ben là, seulement 2 sacs et 2 pressions de générées par cette défense. Je pense qu'ils pourraient profiter de la trade deadline pour se renforcer dans ce secteur, nos amis de Washington, afin de s'acheter un petit peu de sérénité pour la suite. Parce que effectivement, si on regarde le classement, certes, ils sont en tête de poule, mais les Eagles ne sont pas loin. Les Eagles sont en embuscade. La rencontre entre les deux clubs, elle pourrait faire les juges de paix. Hein. Il n'y a qu'une victoire d'écart entre les deux clubs et Philadelphie a un match de moins. Attention, on sait que, je le répète, les places vont être chères en NFC pour les playoffs, puisqu'on a le bloc de la NFC Nord qui va occuper de l'espace. C'est un match, lui aussi, là, qui sera à suivre entre Philadelphie et Washington. Et on parlera des Cowboys en fin d'émission rapidement, parce qu'il va falloir qu'on en parle quand même. Il va falloir qu'on ouvre le chapitre. Juste une chose, je voulais préciser que les Giants avaient une ligne qui était décente par rapport aux autres années, mais depuis la blessure du left tackle Andrew Thomas, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, parce qu'en plus, il avait un vrai rôle de coordination sur cette ligne, Andrew Thomas. Exactement. Et l'an passé, quand il se blesse en tout début de saison, il revient, mais sur une jambe, et c'est quand il revient que ça gagne quelques matchs. Donc, voilà, c'était juste pour préciser ça, mais oui, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit. Pour les plus, on va dire, connaisseurs, le left tackle, il est très important pour un QB droitier, parce que quand le QB droitier arme, c'est forcément l'épaule gauche qui est devant, donc en fait il tourne le dos à tout le côté gauche du jeu, donc il ne voit pas arriver la pression qui vient de la gauche. Donc en fait le left tackle, lui, s'il a confiance en son left tackle, il est beaucoup plus serein dans l'approche et dans l'appréhension de ce qui peut arriver. Là, on sent clairement qu'il y a un manque de confiance dans sa ligne. Très bien. Quelque chose à ajouter sur ces Commanders, Vince? Je t'ai pas donné la parole. Est-ce que toi, c'est une équipe qui t'impressionne? Mais en fait, les Commanders, est-ce que impressionné, ce n'est pas vraiment le mot, mais en tout cas, c'est une équipe qui m'intéresse parce que c'est une équipe qui se construit. J'en ai beaucoup parlé ces dernières semaines et je continuerai à le dire, mais pour moi, c'est une équipe qui est en construction, c'est une équipe qui doit apprendre. Si elle peut faire les playoffs dès cette année, qu'elle les fasse pour apprendre, mais elle ne va pas viser le titre dès cette année. Ils sont en construction, ils sont en développement de leur QB, de leur équipe de manière générale, et il va falloir qu'on donne envie à des joueurs de rejoindre ce projet, comme l'a fait Houston, et c'est le but de ce que font actuellement les Commanders. Donc ça me donne vraiment envie, et j'espère que dans un futur proche, on verra une bonne équipe des Commanders. Maintenant, cette saison, je pense que je vais rejoindre ce que disaient Yaya et Seb. Le back-to-back, alors c'est pas de vrai back-to-back parce qu'ils jouent 2 matchs avec des semaines d'intervalle, mais les 2 matchs contre Philadelphie seront les juges de paix de la division, clairement, parce que pour moi, ça va se jouer entre les deux là. Et certainement que ça va déterminer aussi la place pour aller dans les playoffs. Vas-y, Seb. Justement, je rebondis sur une remarque que tu viens de faire. Il y a, je crois que c'est samedi, Adam Schefter qui a tweeté qu'actuellement, il se passait un truc unique depuis des années, alors que la trade deadline approchait. Il y a des joueurs qui veulent aller jouer à Washington, et ça... C'est une destination en vogue. Hein. Ouais. C'est une destination en vogue, et les Commanders ou / Redskins 7-2 en 9e journée et des joueurs qui veulent aller jouer pour eux, eh ben, quand Dan Snyder, depuis les années Snyder, ça s'est absolument pas vu. Donc, et en plus, ils ont du cap space pour aligner.
Ils ont du cap space pour s'offrir pas mal de joueurs. Et ça pourrait être l'une des franchises les plus actives à la trade deadline. Ils cherchent notamment à renforcer leur backfield défensif avec un cornerback si possible. Donc voilà, ça peut être des choses qui ne seraient pas encombrées. La free agency de l'intersaison, si leur saison se déroule comme on le pense. Là, je pense également que comme Houston, lors de l'intersaison précédente, ça risque de tirer dans tous les sens pour eux. Hein. Oui, moi je suis assez d'accord avec Seb là-dessus. Moi j'irais plus vers la free agency de cet été. Ne grillons pas les étapes. Je pense qu'ils vont pas les griller, j'espère pour eux. S'ils peuvent arracher les playoffs, qu'ils aillent arracher les playoffs pour donner de l'expérience à ce QB et à cette équipe. Mais ne grillons pas les étapes. Je suis persuadé que ça va se faire, mais progressivement. Et puisqu'on parlait de la trade deadline qui a donc lieu le mardi 5 novembre à 22h heure française du côté des Giants, il se murmure qu'ils chercheraient à trader Azeez Ojulari qui pourrait partir puisqu'il sera free agent à la fin de la saison et donc il chercherait à avoir quelques petites choses en échange. D'ailleurs, les pass rushers et les receveurs sont particulièrement prisés pendant cette trade deadline. Il y a beaucoup de rumeurs autour de ces deux postes-là. Bizarrement, Michael Thomas n'est toujours pas appelé. Alors, on parle beaucoup de postes défensifs sur cette trade deadline, effectivement, mais même de manière générale, on a beaucoup parlé de cornerback et de safety aussi, donc à voir. On va voir. On continue à dérouler les. Chase Young Chase Young fait partie des rumeurs, oui, fait partie des rumeurs de joueurs qui pourraient être tradés pendant cette trade deadline. De toute façon, vous prenez le bas du classement, c'est généralement les équipes qui vont être plus facilement vendeuses, et puis le haut du classement, c'est celles qui vont acheter. Grosso modo, généralement, ça se passe à peu près comme ça. Bien, les amis, on continue à dérouler les leaders de division en NFC qui ont gagné parce que tous les leaders de division se sont imposés. C'est du côté de la NFC cette semaine. C'est quand même, c'est pas piqué des hannetons comme stat. Les Lions de Détroit qui ont battu les Packers de Green Bay. Et là, c'est quand même une performance assez intéressante parce qu'on disait de Jared Goff qu'il était très bon dans les dômes, qu'il était très bon dans son stade notamment, mais en général en terrain couvert. Là, il est allé à Green Bay dans un stade où il a plu, où il y avait du vent, et pourtant, il nous a fait du Jared Goff. Seb, il a été très bon, et notamment la connexion avec Amon-Ra St. Brown, avec cette stat absolument incroyable. La dernière fois que Amon-Ra St. Brown a raté une complétion de passe, c'était en week 3. Ça fait 30 passes consécutives que Jared Goff envoie à Amon-Ra St. Brown qui sont complétées. C'est une stat absolument incroyable. Ça fait maintenant 6 semaines qu'Amon-Ra St. Brown n'a pas raté une passe de Jared Goff. C'est ce qu'on appelle de la fiabilité. Amon-Ra St. Brown qui termine avec 7 réceptions, 56 yards et un touchdown. Un rapport qualité-efficacité absolument imbattable. Tu parlais des conditions météorologiques catastrophiques à Green Bay, mais c'est très exactement l'observation qu'a fait Dan Campbell lors de la conférence de presse après-match. Il a dit voilà, maintenant on vous a prouvé qu'on peut jouer sous tous les temps. Et que l'argument du dôme, que les Lions sont une équipe de dôme, maintenant il est caduque. Ça, c'est plus quelque chose que l'on peut dire. C'était pas formulé comme ça, mais c'était le message sous-jacent. Et là, en l'occurrence, dans cette rencontre, dans ces conditions météo, c'est Détroit qui a joué le match le plus propre. Il marque quand même 2 fois sur des conversions de 4e down. Une fois de plus, Dan Campbell qui nous montre qu'il a des tripes du cœur et qui met tout sur la table, si je puis m'exprimer ainsi. Et puis, ils se sont surtout appuyés sur ce duo de running back, ce one-two punch, comme disent les commentateurs américains, entre David Montgomery et ses 73 yards et Jahmyr Gibbs qui en rajoute 65 et un touchdown. Et ce qu'il y a d'absolument fou, c'est que lorsque l'on regarde les stats finales du match, ils ont été outgain de, je crois, 150 yards par Green Bay. Green Bay a gagné 150 yards au total de plus qu'eux. Et pourtant, ils n'ont jamais semblé menacer les Lions
durant ce match. Je les ai sentis particulièrement très sereins, et leur défense contre la passe, qui est toujours décriée puisqu'elle est 27e de la ligue, c'est elle qui va faire la différence, notamment le pick six de Kirby Joseph qui va sceller le match pour de bon. D'ailleurs, Kirby Joseph, c'est sa 6e interception pour lui. Et la passe de Jordan Love est moche. Hein. La passe est du très, ballon. ouais. Elle est hideuse, hein, cette interception. La passe est dégoûtante. Il se débarrasse en effet du ballon dans un moment de panique absolue. Et c'est un TD qui tombe quasiment tout cuit dans les bras de Kirby Joseph. Donc 6e interception pour lui cette saison. Je crois qu'il est leader à égalité de la ligue. Avec McKinney, ouais. C'est McKinney en effet qui est à égalité avec lui. Et puis c'était quand même le bienvenu cette perf de Kirby Joseph après l'éjection de Brian Branch au cours du match. Logique, l'éjection de Brian Branch d'ailleurs, pas de discussion sur le. Non, pas vraiment. Un choc, un casque contre casque. Pas de discussion du tout. Il n'y a pas de discussion du tout, et il y a sûrement une amende qui va tomber. Qui sera alors, justement, en parlant des amendes, les amendes a posteriori, et notamment pour le face mask qui a été fait sur Sam Darnold, ouais. Je trouve ça un peu hypocrite de la part de la Ligue, quoi. Oui, alors je vais te dire, on va même aller mettre les pieds dans le plat carrément. Je vais te donner une autre action qui me hérisse le poil le plus au fait. C'est celle de Nathan Shepard que vous avez peut-être vu la semaine dernière, le joueur des Saints qui a pris la cheville de Justin Herbert et qui lui a fait vriller la cheville après un jeu. Hein, le jeu était arrêté, il n'a pas lâché la cheville et il lui a tordu la cheville dans tous les sens. Que la Ligue lui mette une amende, je crois que c'est $18 000 alors qu'elle ne le suspend pas. Pour moi, ce garçon ne doit plus être sur un terrain NFL et c'est un joueur des Saints, hein, donc voilà, même pas une question de, surtout quand on sait les scandales qu'il y a eu avec les Saints et les blessures de joueurs. Il me semble que ce genre de comportement n'a rien à faire, et pour moi tout aussi dangereux qu'un contact casque contre casque. Tu n'as pas à vriller la cheville de quelqu'un volontairement sur un jeu qui en plus est arrêté. Voilà, donc ça c'était le petit coup de gueule contre Nathan Shepard. Oui, yeah. Non, tu voulais pas. Je croyais que tu voulais ajouter un truc. Absolument pas. Donc, qu'est-ce qu'on disait? On parlait des Lions de Détroit et des Packers de Green Bay. Vince, est-ce que les Lions ont finalement fait montrer que c'était peut-être eux qui avaient largement la main sur le Nord? Ils ont fait une sorte de statement, on va utiliser le mot comme il vient, mais en tout cas, aller gagner chez les Packers, dans ces conditions climatiques-là, c'est quand même pas rien. Tout le monde l'attendait, ce match, parce que c'était le gros match de la journée, hein, quand même, de ce qu'on attendait. Et effectivement, ils ont vraiment, vraiment montré qu'ils étaient présents, qu'ils étaient là, et ils ont dominé ce milieu de match, on va dire, parce que le début de match, c'était ils se sont rendus la balle, en fait, hein, c'était beaucoup de punts. Les conditions climatiques n'ont pas aidé. Pour autant, il y a eu 0 fumble. Alors, on sait que quand la balle est glissante comme ça, souvent, ça peut glisser. Ça peut, avec le froid qui arrive du côté de Green Bay, ça peut arriver. Il n'y a pas eu de fumble, ni d'un côté ni de l'autre. Fumble perdu, en tout cas, pardon. Et une seule interception lancée. Maintenant, les Lions sont venus à Green Bay pour gagner. Ils ont mis en place un schéma de jeu, somme toute assez clair, assez précis, et ils ont su l'appliquer à la perfection. Leur duo de coureurs a été vraiment formidable, et voilà, c'est vraiment ce qui a changé. Green Bay, ils ont une défense aérienne très solide, et là ils ont été mis à rude épreuve sur la défense au sol. Voilà, c'est tout ce qui a fait la différence. Quand tu sais pas utiliser les airs à cause des conditions, à cause de la défense, à cause de X raisons, peu importe, tu utilises le sol, et vice-versa. Les Lions l'ont parfaitement mis en pratique.
Je noterai juste un petit truc en plus, moi qui m'a fait beaucoup rire dans le match. Ça n'a rien à voir avec le match, mais alors j'ai vu un déguisement des Lions, d'un fan des Lions qui s'est rendu à Green Bay avec exactement la même tête de fromage que les Packers, mais à la place du fromage, une râpe, et j'ai trouvé ça excessivement drôle. Voilà, c'est la râpe à fromage pour les Packers. Quand on connaît la rivalité de division entre les deux équipes, c'est quand même très, très beau. Tout à fait. Mon cher Yaya, les Lions se sont à 7 victoires, 1 défaite depuis le début de saison. Ils surfent sur leur excellente saison 2023. Tiens, l'occasion pour nous de saluer Benjamin Bernard, qui doit être ravi du début de saison de ces Lions. Est-ce que finalement, c'est eux maintenant les vrais favoris de la NFC? Oui, complètement. Pour moi, ils ont... Alors déjà, ils ont pris la FC Nord qui... NFC, non. Ah non, ils ont pris... D'accord, ils ont joué contre la FC Nord, c'est ça que tu es en train de dire. Non, ils ont pris la NFC Nord, pardon. J'ai dit la FC, pas oui, non, c'est pas grave. non, ils ont pris le pouvoir. Là, les Packers avaient l'occasion de les arrêter, ils ne l'ont pas fait. Donc du coup, j'ai envie de dire que vu que c'est la division la plus relevée cette année en NFC, ils ont pris le lead sur l'ensemble. Ils vont clairement, c'est le gros contender. En plus, ils vont avoir l'avantage de ne pas aller à l'extérieur s'ils gardent le first seed. Ça sent bon. J'étais pas un grand believer de notre ami Dan Campbell. Il est en train de me faire mentir. Donc, tant mieux pour les Lions. C'est un c'est un good job. Voilà. Ils ont monté petit à petit plein de choses. Est-ce qu'il va pas manquer quelque chose pour aller jusqu'au bout? On verra par la suite. Mais pour l'instant, ce qu'ils font, c'est solide. C'est cohérent surtout avec une vraie idée depuis le début. Ça veut dire depuis l'arrivée de Dan Campbell, ils ont une idée, ils ont un projet et ils le mettent à profit. Et donc, c'est plutôt bien du côté de Détroit. Et en ce moment, ils dominent. On l'a dit souvent, les fenêtres de tir sont très très faibles, les cycles se raccourcissent, les cycles de victoire. Il faut rentabiliser maintenant et effectivement, ils doivent maintenant mettre tout le monde au pas. Par rapport au calendrier des Lions, ils ont perdu donc leur seul match de la saison. Ils l'ont perdu en week 2 depuis, donc ils sont à 5 victoires d'affilée, si je ne me trompe pas, c'est ça? Non, 6 victoires d'affilée. 6 victoires, oui. Voilà. Donc les premiers matchs étaient un peu poussifs. Après, en week 4, ils ont battu les Seahawks en plaçant 42 pions. Après, ils sont allés gagner chez les Cowboys en mettant 47. Ils sont allés gagner chez les Vikings dans un match serré, mais en mettant encore 31 points. Ils ont battu les Titans à domicile en mettant 52 pions. Et là, ils vont gagner chez les Packers. Franchement, ils sont sur une belle série avec des matchs certes disputés des fois, mais contre des rivaux, et ils arrivent à les gagner. Et les matchs contre les équipes plus faibles, ils sont sérieux. Ils arrivent à placer des 50 pouillons. Et ça, c'est quand même la marque d'une équipe qui a confiance en elle, qui prend tous les matchs comme ils viennent. Et moi, je trouve qu'ils ont tout pour eux, là, cette saison-là. Ils sont lancés, et c'est très beau à voir, en tout cas, ça. Et il y a un petit événement, c'est-à-dire que c'est la première fois depuis le début de la saison que quand les Lions gagnent un match, l'équipe contre qui ils ont gagné la semaine suivante devait perdre et les Titans ont gagné cette fois-ci. C'est la première fois de la saison. Et oui. Seb, tu voulais ajouter quelque chose? Quelque chose moi, qui me paraît important à souligner dans ce que Vince vient de dire, c'est que parmi cette série de victoires, comme tu l'as souligné, il y en a une sur Minnesota, maintenant une sur Green Bay, soit une victoire sur les 2 principaux rivaux de la division. Et ça a son importance. Tout à fait. Il nous reste 2 leaders de division qui ont encore gagné cette semaine en NFC. Les Cardinals de l'Arizona. Alors ça, c'est typiquement l'équipe dont personne ne parle depuis le début de la saison. Ils sont complètement sous le radar. On a l'impression que tout le monde les a oubliés, ceux-là. Tu vois. Non, mais de toute façon, c'est une franchise qui sert à rien.
Oui, bah, elle sert à rien, mais elle est en tête de division. I beg to differ, cher ami. Parce que ça, de mon côté, ça me pique un peu, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais Oui, bon, bah, vas-y, pour une fois qu'on va parler des Cardinals un peu en bien et tout, tu pourrais montrer un peu d'enthousiasme, hein, mon Yaya. On salue tous les fans des Cardinals qui nous écoutent. il y en a qui s'aiment pas quand même. Les fans d'Arizona et les Cardinals qui sont donc à 5 victoires et 4 défaites, une victoire 29-9 sur les Bears de Chicago, avec Seb une prédominance au niveau du jeu de course, 213 yards au sol hier pour les Cardinals. Eh bien, effectivement, il va quand même falloir commencer à les prendre au sérieux. Ces Cardinals, ils sont 5-4. Ils ont gagné 3 matchs de suite, dont 4 de leurs 5 derniers. Et en plus, ils remportent ce match sans que Kyler Murray ait besoin de jouer au super-héros. Un point intéressant justement dans ce jeu au sol, c'est le running back remplaçant Emari Demarcados qui marque un touchdown de 53 yards dans le deuxième quart-temps. C'était un jeu vraiment explosif. On a vu Arizona justement capable de générer ses big plays au sol sur ce match, et donc comme tu l'as dit, 213 yards cumulés au sol. Le pass rush également pour la défense s'est montré à son avantage. 6 sacs, 13 joueurs différents qui ont enregistré au moins une pression, et même un safety qui couronne cette pression défensive, et safety qui arrive après un punt qui avait été parfaitement placé. Pour Chicago, par contre, c'est un peu la douche froide, parce qu'après la défaite contre Washington la semaine dernière, ils se retrouvent 4-4, et je pense que leurs espoirs de playoff semblent s'éloigner. Pas de touchdown marqué, 150 yards encaissés au sol pour la 3e fois, ou plus, pour la 3e fois cette saison. Et puis 3 starters blessés en défense, et le tackle Darnell Wright qui sort sur blessure en cours de match. En attaque, un jeu au sol qui fait faillite, 69 yards hier, et une stat qui fait mal sur ce jeu au sol. Habituellement, les Bears génèrent 80 yards par match en moyenne avant le premier contact. Hier, c'était seulement 34. C'est dire à quel point ils ont été dépassés dans ce secteur du jeu. On a une équipe des Cardinals qui avait très mal commencé. Yaya, une victoire, 3 défaites sur les 4 premières semaines. Et il y a eu cette victoire, désolé de te le rappeler, Seb, contre les 49ers, 24-23. Une victoire que personne n'attendait, soyons honnêtes. Et on a l'impression que cette victoire a servi de déclic. Les Cardinals se sont peut-être dit, finalement, nous aussi, on a un coup à jouer dans cette saison. Alors, par coup de provocation, j'ai dit que c'est une franchise qui servait à rien. Non, c'est pas. Et alors, on tient à préciser que TFA se désengage de ses propos tenus. Nous vous donnerons évidemment toutes les adresses postales, les numéros de téléphone de Yaya. Les fans des Cardinals ont le droit, bien évidemment, de se venger. Hein, c'est tout à fait autorisé. De toute façon, Flav, se désolidariser des propos de Yaya, c'est un peu une constante. On n'est jamais solidaire des propos de Yaya. On veut quand même éviter les ennuis. Hein, donc, non, mais plaisanterie mise à part, c'est une équipe qui a un quarterback qui fait le taf depuis qu'il est dans la ligue, qui, depuis l'arrivée de son coach, j'arrive jamais à prononcer son nom, fait le taf. Le nom de qui, du coach? Ouais. Jonathan Gannon. Ah non, je confonds toujours avec parce que c'est-à-dire que Jonathan Gannon, c'est pas très compliqué non plus. Non, je le confonds toujours avec le coach d'Indianapolis. Avec Shane Steichen. Voilà, Shane Steichen. Voilà, je confonds toujours les deux. Ah oui, ils étaient coordinateurs en même temps à Philadelphie. Et oui, c'est pour ça. Donc, mais c'est une équipe qui gagne les matchs qu'elle doit gagner, qui malgré tout est solide. Après, est-ce que ça va être suffisamment solide pour tenir la pression sur le reste de la saison? C'est ce qu'on va essayer de voir par la suite. Si tu gagnes les matchs que tu dois gagner, ça peut aller un petit peu plus loin. Malgré tout, je pense que les Niners ont un meilleur effectif, mais le problème des Niners, c'est les blessures, et de toute façon, on en reparlera.
Oui, ça c'est certain. Vince a un avis sur ces Cardinals qui ont un calendrier qui est quand même accessible. D'ici la fin de saison, ils doivent jouer les Jets, ils doivent jouer les Patriots, ils doivent jouer les Panthers notamment. Ça fait encore des victoires possiblement dans l'escarcelle. Il y a aussi des matchs contre les Seahawks, contre les Rams qu'ils ont battus assez largement en début de saison. Ça reste une équipe qu'il va falloir quand même surveiller. Ça reste une équipe qu'il va falloir surveiller avec un Kyler Murray qui est, on va dire, en demi-teinte, un peu en mode alternatif, j'ai l'impression, capable du meilleur comme du pire. Hier, il était sur un match assez moyen, même si au final, il finit avec 13 sur 20 de 154 yards à la passe. Il est capable de fulgurance, on le sait, mais il est aussi capable on va dire, de bêtises ou d'erreurs de jeunesse, je ne sais pas comment on peut les qualifier, mais voilà, de courir des fois avec le ballon un peu à droite à gauche, on comprend pas trop ce qui se passe. Comme le disent certains dans ce podcast, il a des fois un peu, on a l'impression qu'il a les fils qui se touchent. Mais bon, c'est pour le moment ça gagne, ça marche. Ils sont premiers de la division. Est-ce que ça va durer? J'y crois pas, parce que pour moi, les Niners sont quand même un peu mieux armés que eux pour aller sur la durée. Manger des macarons. Ouais. Ok. On va dire ça. Et donc voilà. Après, moi, ce que j'attends de voir, enfin là pour le moment, ce que a mis en place Kyler Murray et le coaching staff encore une fois, mais c'est le jeu au sol qui va le permettre de lui décharger aussi un peu de la responsabilité qu'il avait à la course, et donc ça va lui permettre lui de s'asseoir vraiment en termes de diriger l'équipe, et je vois ça d'un œil très positif. Maintenant, on va parler des Bears. C'est un gros retour à la réalité. Les 2 défaites font mal contre Washington, contre ces Cards-là. Je pense qu'ils s'attendaient beaucoup mieux. On est très loin de la promesse de Caleb Williams qu'il avait fait en début de saison en disant que son punter allait passer les matchs sur le banc et qu'il n'allait pas beaucoup punter de la saison. Ils ont une efficacité en 3e tentative hier qui est très faible, 21%. Donc c'est pas exceptionnel. On attendait un petit peu mieux quand même. Moi j'attendais un peu mieux au moins sur ce match-là. Le match contre Washington qui le perd, c'est une chose, mais là voilà. Voilà, pas de victoire à l'extérieur de la part des Bears. C'est bon, c'est pas fifou. C'est pas fifou. Ils ont gagné aucun match à l'extérieur. Et c'est une constante depuis l'arrivée de Matt Eberflus. T'as du mal avec les noms de coach ce soir. Hein. Ouais, c'est compliqué ce soir, non? On se rassure, il y a Denis Allen, je sais plus là. Oui, c'est pas mal. C'est dommage, c'était facile à dire. Ouais, c'est vrai. C'était le seul avantage qu'il avait. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, les Bears, c'est moyen. Il va falloir qu'ils se remettent un peu et qu'ils se replongent un peu dans la préparation de leur match, parce que pour moi, c'est ça qui manque un peu là en ce moment. Oui, Yaya, tu voulais ajouter quelque chose? Absolument pas. Absolument pas. Tu étais en train de réviser comment le nom des 32 coachs de la NFL. Oui, tout à fait. Alors, moi, le plus facile, c'est Matt LaFleur. Oui, tout à fait. Il devrait jouer avec The Flowers, ça ferait un bouquet. Alors, on enchaîne sur la dernière équipe qui a aussi été cherchée. Ah non, je voulais juste préciser que cette division NFC West était quand même particulièrement serrée. On a les 4 équipes qui se tiennent en une seule victoire, c'est ça, je dis pas de bêtises. On a 5-4 pour Arizona, 4-4, 4-4 et 4-5, donc ou des choses ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est très 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 serré. Et les 49ers, malgré un début de saison un peu délicat, sont encore largement en position pour aller chercher la division, surtout qu'on a appris le retour de Christian McCaffrey qui devrait pouvoir jouer contre les Buccaneers dès ce dimanche prochain. On passe donc à la dernière équipe, c'est les Falcons d'Atlanta, les Falcons qui se sont imposés face aux Cowboys 27-21. J'ai plus les scores sous les yeux, mais je crois que c'est ça. 27-21, oui, tout à fait. 27, t'as vu, de mémoire, c'est beau. 27-21, les Falcons qui continuent leur petit bonhomme de chemin.
Bon, la question va être simple. Est-ce qu'ils ont plié la division NFC Sud déjà? Bon, alors il y a encore le match des Buccaneers. On n'a pas le résultat du match des Buccaneers contre les Chiefs. En imaginant une défaite des Buccaneers, est-ce que la NFC Sud est pliée? Non, absolument pas. Et pourquoi? Alors, pour une raison très simple, c'est que Parce que c'est Atlanta. Atlanta reste Atlanta. On sait qu'ils sont capables de tout. Et ils seront vraiment sereins que quand ils l'auront mathématiquement. Oui, ils ont fait un pas. Après, ils ont l'attaque, ils ont la défense, mais il y a toujours ce côté où on a toujours peur. Un peu comme les premiers pas d'un enfant. Tu sais, où c'est un peu... les pas sont pas assurés. On a toujours peur de la chute. Ben là, c'est un peu pareil du côté des Falcons. Donc... j'ai bien l'impression. C'est vrai qu'ils sont bien partis, ils sont équipés. Bijan Robinson, Drake London, Darrell Mooney. Bon, c'est pas mal. Après, est-ce que quand ça va monter, quand la pente va monter, est-ce qu'ils vont pouvoir maintenir ce même niveau quand la pression va être là? C'est l'inconnu. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu les New Kids en 2 blocs, même s'ils ne sont pas bostoniens, mais j'attends de voir. Très bien, comme Bijan. Comme Bijan Robinson, tout à fait. On passe le bonjour à Wake et Bertrand. Et voilà, Wake et Bertrand qui reconnaîtront cette blague, bien évidemment. Et tant qu'on parle de Wake, rappelons que les Patriots, comme chaque cochon, auront leur samedi, mais que c'était pas encore celui de cette semaine. Donc bon, mais ça ne saurait tarder, ça va finir par arriver. Mon cher Seb, est-ce que on avait dit en début de saison que les Falcons avait le calendrier, et ça s'était prouvé soi-disant le plus facile de la ligue? Est-ce que finalement c'est pas ils profitent pas de ce calendrier-là pour surperformer et se mettre en tête de division? Alors on rappelle que la deuxième équipe qui a le calendrier le plus facile, c'était les Saints. Bref, oui. Allons-y. On va pas s'étendre sur le résultat actuel. On a eu du mal à pas lancer de tunnel Giants Yaya, alors s'il te plaît, ne rentre pas dans des tunnels de Saints. Non. Vas-y mon Seb, réponds. Bon. Alors non, plus sérieusement, effectivement, on a beaucoup glosé sur ce calendrier. D'un autre côté, ces victoires-là, soi-disant faciles, il faut bien les prendre. Calendrier facile, moi je veux bien l'entendre, mais ils sont quand même ouverts avec Pittsburgh. Ils ont eu droit à Kansas City dès la 3e journée. Bon, il y a plus tendre comme début de saison. Néanmoins, ils prennent les victoires là où il faut les prendre. On voit que ça a marqué le pas contre des équipes, notamment comme Seattle, qui sont pourtant pas parmi les plus fiables actuellement de la ligue. Ils engrangent la victoire quand ils en ont besoin. C'est très exactement ce qu'il faut faire s'ils veulent garder la tête de cette poule, de cette NFC Sud que l'on sait particulièrement instable depuis plusieurs saisons, du moins en cours d'exercice, même si à la fin c'est toujours Tampa Bay qui gagne depuis un certain temps. Victoire donc 27-21 contre Dallas. Pour le moment, nos amis d'Atlanta sont confortablement en tête de la NFC Sud avec 2 victoires d'avance. New Orleans et Denver sont les 2 matchs à venir. Ils vont en prendre au moins un des 2 et ensuite ils seront en bas. Et c'est une victoire quand même qui leur coûte cher. Drake London est sorti assez rapidement au cours de match après avoir marqué. Grosse question, que se passera-t-il s'il doit être absent 1, 2, voire plusieurs semaines? Alors, j'ai une petite réponse à ça, puisque Raheem Morris vient de faire une conférence de presse qui a dit qu'il avait donc un petit souci au niveau de la hanche, au niveau des hips, et comme dirait Shakira, hips don't lie. Et donc, oui, petite référence musicale, ça fait toujours plaisir. Et donc, ce serait vraiment sur quelques jours. Il pourrait même jouer la semaine prochaine contre les Saints. Il est en day to day, comme on dit. D'accord. Bon. On va rester optimiste et surtout, Atlanta a besoin de rester optimiste parce que ça serait une perte lourde, même seulement pour 1 ou 2 semaines. Du coup, néanmoins, hier, on a confié les clés de l'attaque à Bijan Robinson, 86 yards sur course,
et 59 yards en 7 réceptions sur 7 targets, soit dit au passage. Et Darnell Mooney, 5 réceptions, 88 yards et un touchdown. En défense, et bien, là aussi, il y a un pass rush qui s'est mis en avant, alors que depuis le début de la saison, c'était quand même pas fifou. 6 sacs avant de débuter ce match au total. Et ils en ont produit 3 rien qu'hier, donc 50% d'augmentation de production dans ce secteur-là. Il faut quand même... Il n'a pas pris S pour rien, Seb. José, il sort pas de maths sup, on l'a pas pris à sortie de maths sup pour rien. Ça tombe bien, en plus j'ai fait littéraire, dis donc. Mais en revanche, 137 yards concédés au sol face à la pire attaque de la ligue et surtout une moyenne de 6,5 yards par portée et un drive de 86 yards avec un touchdown au bout encaissé et drive orchestré par le QB remplaçant. Qu'est-ce qui va se passer si les matchs deviennent réellement serrés? Et puis, qu'est-ce qui va se passer quand on va, par exemple, rencontrer au hasard les Vikings en semaine 8, les Commanders en semaine 17, et même, j'ai envie de dire, les Broncos dès la semaine 11. Il y a quand même pas mal d'interrogations sur la fiabilité, la stabilité des résultats de ce club, en particulier du côté de sa défense, parce que Kirk Cousins, de son côté, je vous rappelle, ce quarterback qui est donc moins bon que Daniel Jones, continue de performer avec 17 touchdowns et cette interception. Là, Atlanta est peut-être avec de gros guillemets, un géant au pied d'argile, et je pense que la poule n'est pas encore jouée. Je croyais que tu allais dire que l'œuf n'était pas sorti de la poule encore. Mais non, c'est pas ça. Vince, est-ce qu'il y a quelque chose sur Atlanta que tu veux ajouter? Il joue pas avec le 9? Non. Voilà, c'est bon. Ça va être encore long, 9 semaines comme ça. Ça va être facile. Donc non, mais effectivement, les Falcons sont vraiment une bonne surprise. Ils vont perdre la semaine prochaine, j'annonce. Pardon. Dans 2 semaines peut-être. Mais des bêtises dans le chat, Flav, s'il te plaît. C'est assez beau la saison qu'ils font, parce que je pense que malgré le calendrier qui était annoncé relativement faible et abordable pour eux, ils arrivent quand même à prendre des victoires sur des équipes qui étaient censées normalement être supérieures à eux en début de saison et qu'on attendait largement au-dessus. Kirk Cousins fait vraiment taire beaucoup de critiques. Je trouve que cette saison, il est quand même encore une fois à la hauteur. Hier, il fait un très beau match, 0 interception, 3 TD. C'est franchement vraiment bien. J'aimerais vraiment savoir ce qui se passe dans la tête du coaching staff et de ce bon vieux Kirk, pour savoir comment il arrive à être aussi serein derrière cette ligne et dans cette franchise. Après tout ce qui s'est passé dans sa carrière, moi je trouve qu'il sait vraiment bien rebondir, et j'aime beaucoup voir ça. Côté Cowboys, il faut en parler. C'était vraiment le match d'un peu de la dernière chance. C'était le match où qu'il fallait gagner s'ils voulaient avoir un espoir. Non seulement ils l'ont perdu, mais à quel prix? Ils ont quand même perdu leur QB, leur coureur. Bon, c'est vraiment... c'est leur coureur ou leur receveur? Je me souviens plus. Receveur, c'est Sidi Lamb. Non, mais ils n'ont pas de coureur depuis le début de saison. Oui. Ezekiel Elliott, il s'était privé d'Ezekiel Elliott en plus pour raison disciplinaire. Ouais. Donc là c'est vraiment là ça sent vraiment la fin pour les Cowboys, la fin de saison. Il va falloir passer à autre chose. C'est difficile de finir sa saison sur une week 9 quand on est les Cowboys, mais bon là il faut déjà penser à l'avenir, quoi. Alors justement, tiens, on va parler un petit peu des Cowboys rapidement, parce que l'actualité nous a un peu rattrapé. Dak Prescott est donc sorti sur blessure aux ischio-jambiers. Alors au début, ça a été décrit comme une blessure mineure. Il apparaîtrait finalement que, alors il est sûr même qu'il va manquer plusieurs semaines. C'est l'info qui a été donnée. On n'a pas de date précise. Il pourrait être placé sur la liste des blessés, le tenant écarté au minimum 4 matchs des terrains NFL.
C'est pour ça, il attend d'avoir un deuxième avis qu'il aura demain, très probablement, ce mardi. Est-ce que si Dak Prescott est pas là, finalement, est-ce que les Cowboys devraient pas se dire bon bah on balance Trey Lance et puis on voit quoi. Cooper Rush est starter, son record c'est 5 victoires, 1 défaite. Il peut peut-être les remettre sur les rails. Il y a trop, il manque trop de choses. Il manque trop de choses dans ce club. Il manque un running back, il manque une ligne offensive. C'est pas En cool. tout cas, le all-in, ça marche bien. Ouais, le all-in a bien. Alors, marché. sauf Il a fait all-in avec un 2-7, le mec. Non, il a. Alors attends. Il a fait all-in, c'est pas A2L, c'est HOLE. C'est Non, là, là, en tout cas, c'est dur pour les Cowboys. Là, c'est dur pour les Cowboys. C'est s'ils devaient perdre Prescott pour plusieurs semaines, alors là, ce serait vraiment ce serait le couvercle final sur la poubelle qui est malheureusement leur saison, parce que c'est particulièrement décevant, en particulier après une saison au cours de laquelle ils avaient accroché les playoffs et il y avait quand même un certain espoir qui était placé dans la suite pour ce club. Bon, ce ne sera pas pour cette saison. Je pense que les fans des Cowboys en sont les premiers désolés. Mais effectivement, la série de défaites, et en particulier, enfin, après la raclée prise contre Détroit, la défaite contre les Niners, maintenant ça, et Dak Prescott qui sort, je ne vois pas ce qui pourrait se passer de pire là pour les Cowboys. C'est une passe très difficile pour Dallas. Alors il y en a qui, visiblement, d'après les dernières indiscrétions, ils voudraient tenter des coups à la trade deadline et aller possiblement aller chercher à se renforcer parce que Jerry Jones se croirait encore à une possible qualification en playoff. Mais qui va vouloir vendre à Dallas? Parce que c'est bien beau. Mais... J.R. Ewing. Oui, non, mais bien sûr, si on va par là, mais à Fort Worth, mais non. Enfin, comment tu veux? Il y a trop de manque dans cet effectif. Tu as déjà hypothéqué ton avenir en mettant un receveur plus un quarterback quasiment au max de ce que tu pouvais donner. Donc du coup, tu n'as plus aucune marge de manœuvre. Parce qu'il faut rappeler qu'ils ont dépensé un petit peu pendant cette intersaison. Oui, mais ça n'a pas apporté des plus-values. C'était des gens que tu avais déjà. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis bien d'accord avec toi pour une fois. C'est rare, mais bon, ça arrive. Après, voilà, les Cowboys, c'est vrai que là, ils sont dans une spirale infernale. Par contre, encore une fois, il faut bien le rappeler, ce n'est pas la blessure de Dak Prescott qui les a mis dans cette spirale. Ils y étaient déjà dès le départ. Donc, il va pas falloir tout imputer à ces blessures-là. Il va falloir quand même faire un grand ménage, une grande lessive de printemps là, après la saison et faire et trancher, quoi. Parce que à un moment donné, cette franchise, on a l'impression qu'elle a été toujours si près, si loin, mais là, elle est si loin, quoi. Ouais, c'est compliqué pour les Cowboys, autre équipe pour laquelle c'est compliqué. On nous a posé une question, donc on va en parler. C'est les Saints de la Nouvelle-Orléans qui ont renvoyé leur coach Denis Allen pendant cette journée de lundi. Alors, on a eu un podcast dernièrement sur les coachs qui étaient sur la sellette. On vous invite à aller le réécouter. Denis Allen n'était pas. Vous me confirmez qu'il n'était pas cité dans le podcast? Non, parce qu'on en a parlé d'autres. Mais non, mais c'est pas grave, pas de souci, c'était juste pour. Mais vous pouvez aller écouter d'autres. Je vais juste dire les coulisses, c'est juste par esprit de contradiction. Tu m'avais dit d'en parler et je dis non, petit agneau, on va pas lui faire de mal. Voilà. Ouais, alors que si ça avait été moi aux manettes, on aurait fait 35 minutes dessus. Mais c'était parce que j'avais une envie qu'il soit renvoyé. Alors on m'a demandé ma réaction. Alors je danse depuis maintenant 3 heures sans discontinuer, telle une vainée tahitienne sur la banquette arrière ou dans une voiture, tu vois. Je suis tout content. Je suis tout content. Je suis tout joie. Plus danser le Mia. Oui, tout à fait. Je suis en pleine joie de cette. J'ai une image de toi en train de danser sur une banquette arrière de 205. Là, ça me fait c'est flippant. Pas spécialement en joie. 205 junior avec les sièges en jean.
En tout cas, Denis Allen, on rappelle son bilan à la tête des Saints, si jamais il y a besoin de le rappeler. 18 victoires, 25 défaites, 2 ans et demi, merci, au revoir. Voilà, en gros, c'est l'idée. Il n'y a plus rien. Il a tout ruiné. Le vestiaire ne le respectait même plus. Enfin bref, il y avait rien qui allait. Dehors, par ici la sortie, et France Travail, c'est par là que ça se passe. Louisiane Travail. Voilà. D'ailleurs, il avait été viré aussi en cours de saison par les Raiders de son précédent poste de head coach. Alors, ce qui est vrai, c'est que Denis Allen est quand même un historique des Saints de la Nouvelle-Orléans. Faut pas tout gommer non plus. Il a été coordinateur défensif pendant très longtemps, depuis 2014, si je dis pas de bêtises. Ça fait presque 10 ans qu'il faisait partie des Saints. Mais voilà, ça fait partie de ces coachs qui, à mon avis, sont des très bons coordinateurs, mais qui ne sont pas faits pour être entraîneur principal. Denis Allen n'est pas fait pour être head coach et ne sera, à mon sens, jamais un bon head coach. Voilà, c'est fait, la décision est bonne. Maintenant, de toute façon, bon, la saison des Saints, je pense que tout le monde a compris qu'elle était, avec celle des Cowboys, à la déchetterie. Donc là-dessus, c'est réglé. Faudra voir ce que ça donnera à l'avenir. Mais de toute façon, il fallait s'en séparer. Il était déjà sur la sellette l'an dernier. Il a été sur la sellette depuis 8 semaines. Bon, voilà. Je crois que la défaite contre les Panthers a scellé son sort. Une réaction sur Denis Allen ou pas du tout? Vous en foutez moi, j'ai une réaction sur les Saints de manière générale et sur un joueur. Alors, on en a déjà parlé un peu en off, mon cher Flav, mais notre cher Alvin Kamara qui donne tout pour cette franchise, qui a re-signé, qui a dit son souhait de vouloir rester dans la franchise et tout. Alors qu'ils voulaient le foutre dehors en plus, hein. Ils ont dit qu'à la trade deadline, ils écouteraient toutes les offres et lui, il re-signe. Justement, il y a la trade deadline qui arrive, il y a ce changement de coach. Je sais qu'il a envie de s'investir dans ce projet des Saints, qu'il aime cette franchise, qu'il a envie de continuer là. Pour autant, est-ce qu'il va rester à l'issue de cette trade deadline? Parce que ça peut lui permettre aux Saints de rebâtir avec potentiellement des bons pics de draft. À voir, mais bon, j'ai une pensée pour lui quand même parce que moi, je pense honnêtement, je pense très franchement, je peux me tromper. Si ça se trouve dans une journée, mon commentaire va paraître complètement stupide, mais ce sera pas le premier, c'est pas très grave. Mais à mon avis, Alvin Kamara restera. S'il voulait partir, il aurait pas re-signé son contrat il y a une semaine. C'est vraiment. Et quand tu vois le match qu'il fait hier, parce qu'il faut quand même parler 2 secondes du match de mammouth que fait Alvin Kamara contre les Panthers, c'est plus de 200 yards de scrimmage yard. Hein. J'ai plus le chiffre exact, mais il doit être à plus de 150 yards à la course et il doit être au moins à 60 en réception. Il fait un match de fou. 155 au sol et en réception, et 60 en réception. Ah, donc 215 yards de scrimmage pour Alvin Kamara, c'est complètement dingue. Et le mec, ils arrivent encore à perdre. En plus, ils ont perdu Chris Olave sur une nouvelle commotion cérébrale. Enfin bon, bref, c'est le calice jusqu'à la lie. Mais je ne pense pas qu'Alvin Kamara partira. C'est fort possible qu'ils se séparent de 2-3 joueurs, les Saints. Bon, ça parle de Chase Young notamment, mais Alvin Kamara, je pense qu'il restera encore au moins jusqu'à la fin de saison, voire au-delà, puisque d'après ce qu'il a dit, son objectif est de rester un Saints pour toute sa carrière. Alors, oui, vas-y. Moi, les Saints, c'est désolé de te le dire, c'est l'équipe typique qui n'a pas pris des décisions en temps et en heure. Et changer le head coach ne changera rien. Non. Non, mais il était mauvais quand même, donc il mérite quand même de partir. Non, mais c'est même pas le problème. En fait, ça changera rien, mais il était mauvais quand même. Donc. Le front office a voulu surfer au maximum sur ce qui était en place du temps de Sean Payton. Derrière, ça n'a pas voulu reconstruire, ça a mis des rustines sur des jambes de bois. Et du coup, au bout d'un moment, on se contente de la médiocrité.
Bah, en fait, c'est-à-dire qu'ils sont pas passés par le cycle habituel en NFL qui vise à être au top, puis aller en reconstruction, passer par des années difficiles, reconstruire avec la draft, etc. À la fin de l'ère Drew Brees et Sean Payton, ils ont effectivement essayé de colmater en dépensant beaucoup trop d'argent parce qu'il y a un problème de cap space depuis des années du côté de la franchise de la Nouvelle-Orléans. Voilà. Et toujours de colmater en restructurant les contrats, en machin tout, en essayant de faire une équipe toujours potable, qui se maintenait jusque-là toujours entre 10 victoires et 7 victoires tous les ans. Hein, tu vois. Jamais assez pour être bon, mais jamais assez nul pour avoir des vrais choix de draft. Ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas gagné 10 victoires? Alors 10, je 9, il y a pas longtemps, 10, honnêtement, je sais pas en tête c'est les années 2020? Oui, quelque chose comme ça. C'est avant les années 2020. Donc, si tu veux, depuis, ça glisse petit à petit. Alors, bon, en plus, il y a une grosse fanbase. C'est une équipe qui a toujours été hyper sympa à voir. Mais là, si tu sais que t'as en prime time, t'as les Saints, tu te dis, bon, est-ce que tu as envie de regarder, quoi? Et puis, même si la dernière fois que je l'ai regardé, c'était contre les Broncos, ça m'a passé l'envie, hein, je te le dis. Non, et puis la dernière fois, c'était en 2020. Saison 2020, c'est leur dernier titre de champion. 12-4, 9-8 en 2021, 7-10 en 2022, 9-8 en 2023. Ouais, mais là, tu vois, c'est la lente agonie, quoi. Ouais, et puis, surtout, tu l'as dit, si tu peux, en fait, là, t'es bloqué parce que tu peux même pas reconstruire parce que t'as pas de cap. Donc, qu'est-ce que tu fais? Et là, c'est vraiment le truc, tu sais, c'est vraiment le truc où tu sais pas. Est-ce que tu rentres dans une ère où tu vas te pantériser, j'ai envie de dire? Ouais, alors après il y aura peut-être des choix, je pense, qui seront faits. Tu vois, là c'est pareil, va falloir voir la trade deadline, mais je pense qu'il y aura 2-3 joueurs qui vont être je te le dis, les choix ils vont être faits assez rapidement. Là, le truc c'est ils ont pris mais ils ont pris 3 ans de retard, c'est le seul truc. Mais enfin là clairement ça va être réassaini, mais va falloir s'attendre à des années de vache maigre, ça c'est très clair. Mais ça aurait dû être le cas au départ de Drew Brees, en fait. Le problème, c'est que c'est avec 3 ans de retard. C'est ça le souci. Alors moi, j'ai une théorie, c'est que le match NFL en France se rapproche. Les Saints feront sans doute partie du premier match qui aura lieu sur le sol français. À mon avis, ils essayent de nous faire une Panthers Giants cette année en Allemagne. Le premier match qu'on aura en France, ce sera genre un Saints Giants, tu vois. 2 équipes pourries. Tu vois, à ce moment-là, ce sera... Eh ben, on ira ensemble. On ira tous les deux. Voilà, tout à fait. Non, mais comme si j'avais envie de revivre un match avec toi. Bref. Alors, tu as passé ton temps à rire. Tu as passé ton temps à rire. Alors, je vais passer mon temps à rire parce que t'étais torse nu. C'est ça qui nous faisait rire, surtout. C'est vrai. Mais oui, mais merci, Mathis. Le retour de Flav, il est piquant. Hein. Ouais, il est pas envie pour rien, dis donc. Là, oui, mais moi, je peux me mettre torse nu. C'est ta musculature impressionnante qui nous a tous fait rire. Hein. D'ailleurs, les mousquetaires, ça a déconcentré Mathis Dupont. Il en a raté le PAT de la gagne. Donc mais non, j'ai enlevé mon t-shirt sur le field goal de la gagne. C'était terrible. Tu vois, comme tu es mauvaise langue. Tout à fait. Et pourtant, elle est bien utile pour certaines choses. Allons-y. Et on se dit... Alors, les prochains rendez-vous de la semaine, ce sera... Alors, peut-être que demain soir, enfin mardi soir, on fera un live s'il y a eu des gros mouvements à la trade deadline. C'est pas impossible, on promet rien parce que ça dépendra évidemment de ce qui va se passer pendant la journée de mardi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que jeudi, il y aura le podcast sur les awards de mi-saison où on donnera notre titre de MVP, de joueur offensif de l'année, de joueur défensif, bref. Tous les awards de mi-saison, ce sera jeudi et vendredi sur les coups de 22h, 22h15 avec Waike, peut-être avec Bertrand s'il n'est pas déjà en Allemagne. Nous reviendrons et nous parlerons de la 10e semaine de compétition pendant un live Twitch et YouTube que j'aurai le plaisir d'animer. Merci beaucoup Seb, merci Yaya, merci Vince. N'oubliez pas d'aller écouter le podcast MLB, le podcast NBA, le podcast NHL, bref, tous les podcasts de TF1, de lire les articles, de télécharger l'application. Bref, bonne semaine à tous. Salut tout le monde. Ciao à tous. Ciao, bye. Ciao.